Le rôle de Handicap International depuis 10 ans, il a été double. D'abord, en tant qu'organisation humanitaire, nous avons été amenés à documenter minutieusement, année après année, pays après pays, l'impact des armes explosives sur les civils, les types de blessures, de mutilations, mais aussi sur leurs infrastructures vitales, les hôpitaux, les écoles. Et ensuite, nous avons structuré la parole politique de l'organisation et nous l'avons représentée. Nous avons représenté les communautés de victimes, de survivants, et nous avons été présents d'un bout à l'autre du processus diplomatique qui a abouti à cet accord historique. Représenté auprès de qui ? Auprès des États, c'est-à-dire que le processus diplomatique comportait à la fois des États, il représentait des organisations internationales comme le CICR et l'ONU, mais Handicap International avec ses partenaires, ses autres ONG, est venu pour documenter cet impact-là et faire pression sur les États pour avoir un accord le plus ambitieux possible. Alors justement, 83 pays ont signé cet accord, il s'engage à quoi ? Il y a les États-Unis, il n'y a pas la Russie par exemple. Déjà, vous l'avez rappelé, cet accord, il est historique. Il envoie un signal politique fort en disant que les bombardements urbains doivent être l'exception et non plus la norme. Les États, sur ce texte, s'engagent à deux choses. La première, d'un point de vue militaire, à restreindre et à limiter drastiquement tout usage d'armes explosives en zone peuplée et à développer de nouvelles tactiques, méthodes et choix d'armes additionnels pour mieux protéger les civils. Ensuite, ils apportent des engagements dans le champ de l'humanitaire, dans tout ce qui a trait au déminage urbain, à l'accès humanitaire aux opérateurs comme Handicap International auprès des populations affectées, mais aussi dans tout un champ lié à l'assistance aux victimes, en conjuguant impératif d'efficacité militaire et engagement fort humanitaire, c'est ce qui donne la portée historique de ce texte-là. Alors, la protection des civils dans les conflits armés, c'est le leitmotiv, on peut dire, de Handicap International et du traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, dont on célèbre aujourd'hui même le 25e anniversaire. Cette arme, aujourd'hui, est-elle de retour, justement, sur les conflits sur les terrains armés ? Écoutez, en ce jour d'anniversaire, le message à faire passer, il est double. L'héritage d'Ottawa et de ses 25 ans est énorme pour la protection des civils, mais la bataille n'est toujours pas terminée. Vous l'avez rappelé, ces dernières années, Ottawa a vu un retour du nombre de victimes de mines antipersonnelles. On est à peu près à 5000 en 2021. Malgré tout, l'héritage d'Ottawa, c'est un nombre de victimes de mines antipersonnelles qui a été divisé par 10 en 15 ans. C'est 55 millions de mines antipersonnelles qui ont été détruites par les États sur le terrain comme auprès de leur stock. C'est une norme universelle qui est venue donner à la mine l'image d'une arme absolument inacceptable. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, à quel point aujourd'hui elle est stigmatisée, à quel point aujourd'hui le grand public considère que c'est inacceptable de l'utiliser. La bataille n'est toujours pas terminée, c'est le signal que nous lançons aujourd'hui parce que le nombre de victimes repart à la hausse. Les mines artisanales, les nouveaux types de mines comme utilisées par... Les mines à sous-munitions, c'est autre chose que les mines antipersonnelles, par exemple ? Tout à fait. Les armes à sous-munitions, vous savez, ce sont ces grands conteneurs qui libèrent des dizaines, voire des centaines de petites bombelettes. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui dans les conflits ? C'est utilisé aujourd'hui notamment sur le territoire ukrainien, mais les armes à sous-munitions font l'objet d'un traité d'interdiction spécifique, qui est le traité d'Oslo, qui fête aujourd'hui ses 15 ans également, et qui, alors si les mines antipersonnelles, 85% du monde ont signé le traité d'Ottawa, on est à quasiment 70% pour les armes à sous-munitions. Tout cela pour vous dire que la société civile, des gens comme vous et moi, avons un rôle à jouer auprès de nos États pour stigmatiser ces armes-là et faire en sorte qu'elles soient inacceptables. Baptiste Chapuis, Handicap International célèbre ses 40 ans, c'est beaucoup d'anniversaires. Depuis 1982, quelques 23 millions de personnes à travers le monde bénéficient de ces opérations. Sur le handicap hors conflit, on va l'aborder en quelques secondes dans cette journée internationale des personnes handicapées. Évoquons l'inclusion dans le monde du travail. On en est où ? Il y a des progrès sur ce domaine ? Il y a des progrès, mais tout reste à faire. Si on parle d'inclusion des personnes handicapées, il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres et des contextes dans lesquels ces personnes-là vivent. Si on prend le cas des conflits armés et des personnes, par exemple, victimes de mines antipersonnelles, on se rend compte que la frontière entre période de paix et période de guerre, du fait de ces armes qui restent pendant des décennies, elle est beaucoup plus floue et en fait, ça complique la rentrée des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, la reconstruction de leur vie et de leur dignité sur des décennies. Si on prend le cadre du développement, il y a des progrès qui ont été faits. La Convention des personnes en situation de handicap a apporté un certain nombre de droits aujourd'hui qui sont entrés dans le droit commun des États, dans les pratiques, mais tout reste à faire, notamment au niveau des financements, au niveau de la non-stigmatisation des personnes en situation de handicap et faire en sorte que, sur le long terme, ces personnes puissent vivre comme vous et moi, avec les mêmes opportunités, à armes égales, si je puis dire. Merci beaucoup, Baptiste Chapuis, chargé de plaidoyer à Handicap International. Merci d'avoir été avec nous.